De toute manière, Bitcoin ne pourra jamais remplacer l'or ou être réellement considéré comme une monnaie car il n'a aucune valeur intrinsèque. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu ce commentaire et d'autant plus avec ce petit ton péremptoire. La plupart du temps, la personne ira encore plus loin et m'expliquera avec beaucoup d'aplomb que Bitcoin ne repose sur rien. Il pourrait donc s'effondrer et retomber à zéro aussi vite qu'il est monté à 50 000 $. Bitcoin n'aurait donc aucune valeur intrinsèque et ne serait que pure spéculation, une bulle qui, comme toutes les autres avant elle, éclatera à un moment donné. C'est une quasi-certitude. Bien évidemment, et vous vous en doutez, je ne suis absolument pas d'accord avec cette analyse. Certes, Bitcoin est extrêmement volatile, il n'y a aucun doute là-dessus. Tous les 4 ans environ, attirés par l'appât du gain, un certain nombre d'investisseurs, professionnels et amateurs, se ruent sur Bitcoin et revendent rapidement après avoir multiplié par 2 ou par 3 leur mise initiale, sans avoir jamais réellement compris comment fonctionnait la technologie ou de quoi il s'agissait vraiment. On le voit très bien sur ce graphe, sur une échelle logarithmique pour mieux appréhender la tendance haussière. On a des bulles qui gonflent et qui éclatent à un rythme relativement régulier depuis 2009. Maintenant, on voit aussi que les paliers, c'est-à-dire le prix le plus bas à chaque cycle, augmentent régulièrement. On était à 70 $ en 2013, 250 en 2015, 3500 en 2019, et je serais prêt à mettre ma main à couper que le prochain palier sera encore plus haut. Malgré ce que peuvent dire, penser ou espérer tous les détracteurs, Bitcoin n'est pas encore retombé à zéro. Mais alors qui sont ces fameux hodlers? Ces bitcoiners de l'extrême qui ne vendraient pour rien au monde leur précieux trésor. En 2018, lorsque Bitcoin est retombé à 3000 $ alors qu'il était à 20 000 quelques mois auparavant, il semblerait que 86% des bitcoiners aient refusé de vendre. Comment on explique ça? Pourquoi des individus conserveraient-ils quelque chose qui n'a aucune valeur alors que le marché s'effondre? Ça mérite peut-être qu'on y réfléchisse 30 secondes, vous croyez pas? Et c'est ce que l'on va essayer de faire dans cette vidéo. Allez, c'est parti! D'abord, posons les bases. La valeur de quelque chose est toujours relative. Parler de valeur fondamentale, c'est se poser la question de l'utilité. Demander par exemple à un naufragé sur une île déserte combien il paierait pour un briquet. Dans cette situation précise, sûrement bien plus que pour un lingot d'or. Dans cette vidéo, nous mettrons volontairement de côté la valeur artistique et sentimentale qui répond à d'autres logiques. Cette réflexion sur la valeur existe depuis des siècles. Adam Smith y réfléchissait déjà au XVIIIe siècle avec le paradoxe de l'eau et du diamant. Il n'y a rien de plus utile que l'eau, mais elle ne peut presque rien acheter. À peine y a-t-il moyen de rien avoir en échange. Un diamant, au contraire, n'a presque aucune valeur quant à l'usage, mais on trouvera fréquemment à l'échanger contre une très grande quantité d'autres marchandises. Oui, la valeur de quelque chose est toujours contextuelle et subjective. Le meilleur moyen selon moi pour définir la valeur d'un bien ou d'un service est de se poser la question des problèmes que cela permet de résoudre. Or, dans notre cas, l'utilité de la monnaie, puisque c'est cela dont on parle avec l'or ou Bitcoin, c'est de nous donner un moyen pratique de manipuler de la valeur dans le temps et dans l'espace. Elle permet entre autres de quantifier de la valeur, de mettre en place un cadre de référence pour se mettre d'accord lors d'un échange ou sur une dette. La monnaie est une unité de compte permettant d'exprimer de la valeur, tout comme le mètre permet d'exprimer une longueur. La monnaie est quelque chose d'essentiel et de fondamental dans une civilisation. Donc si vous pensez que Bitcoin n'a aucune valeur, c'est probablement que vous n'avez pas compris quels sont les problèmes monétaires qu'il permet de résoudre. Alors allons-y, parlons-en. La création de richesse en économie implique que l'on transforme des ressources physiques grâce à de l'énergie et du travail. Dit autrement, créer de la richesse consiste à employer au mieux ces 3 ressources limitées en quantité. Le problème est que la monnaie est une convention sociale à la base, une construction intellectuelle, une idée, qui ne souffre en soi d'aucune rareté. C'est de l'information, et en théorie, on peut partager une information à l'infini. Et à ce stade, 2 visions de la monnaie font surface chez les Grecs, la vision aristotélicienne et platonicienne. Aristote défend que la monnaie doit être ancrée dans une marchandise physique comme l'or pour que la monnaie soit de même nature que la richesse, c'est-à-dire limitée. Et de l'autre côté, Platon pense que la monnaie est une convention humaine collective, donc il faut la traiter en tant que telle. Platon préconise donc une gestion démocratique de ce bien commun. Donc, si on paraphrase, Aristote pensait que nous étions bien trop faibles pour être honnêtes et que nous avions besoin d'être contraints sur la monnaie par une ressource limitée. Tandis que la vision de Platon pousse à nous poser la question de notre intelligence collective pour gérer une convention d'échange commune. Mais fondamentalement, pourquoi ce débat entre Platon et Aristote ? Parce que Bitcoin est probablement la première monnaie qui réconcilie Platon et Aristote. Dit autrement, Satoshi Nakamoto a écrit une convention sociale monétaire comme Platon en rêvait, mais a aussi réussi l'exploit d'inventer une information marchandise pour porter cette convention comme Aristote le préconise. Bitcoin est à la fois de l'information et une ressource limitée. Et ça n'existait tout simplement pas avant Bitcoin.
Jusqu'à aujourd'hui, l'or a toujours été considéré comme la monnaie de référence. Si vous voulez vous en convaincre, regardez ce que conservent les banques centrales. Maintenant, l'or est une monnaie imparfaite, une technologie, si on peut appeler ça technologie, relativement basique. C'est juste le moins mauvais proxy que nous avons eu sous la main, le truc le moins idiot que l'humanité ait trouvé en grattant le sol. Richard avait justement fait une vidéo avec Charles Gave à ce sujet. Voilà donc l'utilité potentielle de Bitcoin, devenir une sorte d'or numérique élaboré par les hommes pour les hommes. Mais est-ce que la promesse est tenue? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que Bitcoin est vraiment une meilleure technologie monétaire? Donc parlons d'abord de l'aspect moyen d'échange. Soyons clairs, c'était l'utilisation principale et quasi unique de Bitcoin dans les premières années. Bon, c'est pas tout à fait vrai, il y avait aussi quelques geeks et cypherpunks curieux et sceptiques vis-à-vis de l'invention de Satoshi Nakamoto qui voulaient aussi posséder des bitcoins pour tester la technologie et éventuellement être le premier à trouver la faille. Mais globalement, Bitcoin était utilisé principalement au départ comme moyen d'effectuer des transactions sur Internet et plus particulièrement pour des transactions un peu borderline, si vous voyez ce que je veux dire. Comme personne n'a la main mise sur le réseau et que personne, je dis bien, personne n'est capable de censurer une transaction, Bitcoin apparaissait comme l'outil idéal pour transférer de la valeur de manière discrète sur Internet. Bon, j'arrête tout de suite les personnes se disant « Eh ben voilà, je le savais, Bitcoin c'est pour le darknet ». Les recherches récentes montrent que les activités illicites représentent à l'heure actuelle entre 0,5 et 2% de l'ensemble des transactions. Michael Morell, analyste à la CIA entre 1980 et 2013, affirme même dans un rapport d'avril 2021 que Bitcoin serait plutôt bénéfique à la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, compte tenu du fait que toutes les transactions effectuées sur le réseau sont visibles et donc traçables pour quiconque en aurait la capacité technique. Mais revenons-en à Bitcoin et à son utilisation en tant que moyen de paiement. La technologie a rapidement été victime de son succès dans les premières années et le réseau a vite été congestionné. C'est un fait, la technologie ne semble pas adaptée pour prendre en charge toutes les transactions du quotidien. Bitcoin est plus particulièrement sa blockchain principale est capable de gérer à peine 10 transactions par seconde, contre 60 000 au maximum pour un réseau centralisé comme Visa. Toutefois, conclure que Bitcoin n'est pas un moyen d'échange uniquement pour cette raison serait erroné. Bitcoin est d'ores et déjà utilisé comme moyen de paiement, mais pour des transactions un peu différentes. Il ne faut pas voir le réseau principal Bitcoin comme un moyen de payer son café chez Starbucks, mais plutôt pour faire transiter à l'autre bout de la planète des millions, voire des milliards de dollars. Et dans cet exercice, le réseau primaire de Bitcoin excelle. Aujourd'hui, les virements internationaux conséquents coûtent des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars et prennent généralement plusieurs jours, lorsque les banques sont ouvertes. Un des plus importants transferts sur le réseau Bitcoin, 1,15 milliard de dollars, a par exemple été effectué en 2020 en moins d'une heure pour la modique somme de 3 dollars. Et si vous désirez faire transiter une quantité importante d'or d'un point A à un point B, le projet est encore plus ambitieux. Il y a quelques années, l'Allemagne avait par exemple rapatrié depuis New York et Paris 174 tonnes d'or dans ses coffres à Francfort. L'opération a duré 4 ans. Et a coûté un peu moins de 8 millions d'euros. Je n'ose même pas imaginer le nombre de personnes qui ont dû travailler sur ce rapatriement. Ça devait ressembler à Mission Impossible. Le même transfert, en utilisant le réseau Bitcoin, aurait pris un peu moins d'une heure pour une quantité d'énergie négligeable et à un coût de quelques euros. C'était bien un choix de la part de Satoshi Nakamoto de privilégier la décentralisation et la sécurité du réseau primaire de Bitcoin aux dépens du nombre de transactions par seconde, c'est-à-dire la scalabilité. L'objectif est donc d'avoir un réseau principal destiné aux transactions conséquentes et importantes et un réseau secondaire, le fameux Lightning Network, adapté aux petites transactions du quotidien. Avec cette architecture multicouche, Bitcoin se positionne comme un concurrent sérieux de réseaux de paiement comme Mastercard, Visa ou encore Western Union ou Square. Il s'agit d'un marché colossal de plusieurs milliers de milliards de dollars. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais entre le moment où vous rentrez votre code de carte bleue et le moment où le commerçant reçoit l'argent, il y a eu plus d'une douzaine d'intermédiaires entre les deux, et chacun prend bien évidemment sa part. Bitcoin, combiné au Lightning Network, propose une solution de paiement instantané, pair à pair et quasi gratuit. Plutôt intéressant et utile, non ? Maintenant, ce qu'il faut absolument comprendre est que pour emprunter le réseau Bitcoin B majuscule, vous devez utiliser des Bitcoins B minuscules. Au contraire de PayPal par exemple qui vous permet de transférer n'importe quelle devise, le réseau Bitcoin et le jeton Bitcoin forment une paire indissociable. C'est un peu comme si vous deviez posséder une Renault pour emprunter les autoroutes françaises. Vous imaginez bien que cette loi aurait sans aucun doute un impact sur la demande pour la marque aux losanges. C'est la même chose pour Bitcoin et les jetons Bitcoin, que vous pouvez acheter sur des plateformes d'échange comme Coinbase ou Payoneer. Nous avons donc vu que Bitcoin pouvait servir de réseau de paiement sans aucun intermédiaire, ouvert et sans permission. Voilà la première utilité potentielle de Bitcoin, et qui pourrait faire que l'invention de Satoshi Nakamoto a de la valeur pour certaines personnes. Mais comme nous l'avons dit, Bitcoin n'est pas seulement un réseau de paiement, il s'agit également d'un actif. Et c'est là que tout s'emballe.
Aujourd'hui, soyons honnêtes, la plupart des gens qui achètent du Bitcoin essaient de profiter de sa hausse structurelle sur le long terme. C'est de la spéculation pure et dure. Mais attention, spéculer ne veut pas dire aller au casino. Spéculer vient du latin speculare qui signifie réfléchir à l'avenir, se projeter dans le futur. Mais sur quoi spécule-t-on quand on achète des jetons Bitcoin? C'est tout simple. Puisque le protocole Bitcoin fonctionne exclusivement avec les 21 millions de jetons Bitcoin, lorsque vous achetez un Bitcoin, vous achetez par la même occasion une fraction du protocole Bitcoin. En achetant et en détenant des Bitcoins, vous spéculez sur la croissance du réseau Bitcoin, sur l'augmentation du nombre d'utilisateurs. Les fameux hodlers dont on parlait dans l'introduction ont la conviction que Bitcoin, compte tenu de ses caractéristiques, remplacera ou du moins concurrencera dans les prochaines années la plupart des réserves de valeur actuelles, c'est-à-dire les métaux précieux, l'art, l'immobilier, les actions ou encore les obligations. Nous avions justement expliqué comment Bitcoin garantissait cette rareté dans cette vidéo. Alors résumons. Que ce soit pour utiliser son réseau de paiement ou pour conserver précieusement son patrimoine, Bitcoin semble avoir une utilité pour certaines personnes et donc une certaine valeur. Le 12 octobre 2009, le prix initial de Bitcoin a été défini spontanément par la toute première paire acheteur-vendeur, 5500 Bitcoin pour environ 5 $. Le premier domino venait de tomber. Maintenant, même en prenant en compte ces deux utilisations de la technologie, donc moyen de transférer de la valeur sur Internet et réserve de valeur, il est très compliqué d'évaluer de manière précise la valeur réelle de Bitcoin. Et cela explique probablement pourquoi il y a autant de spéculation à son sujet. Mais dans tous les cas, nombreux sont ceux qui s'accordent à dire que la valeur de Bitcoin n'est pas nulle et augmentera probablement dans les années à venir, considérant que seulement 1% de la population mondiale utilise pour le moment cette technologie. De plus, les critiques à propos de l'utilité de Bitcoin passent souvent à côté de l'essentiel. Comme l'explique très bien Alex Gladstein dans l'un de ses articles, le dollar, l'euro, le yen japonais, la livre sterling, le dollar australien, le dollar canadien et le franc suisse, c'est-à-dire toutes les monnaies à peu près stables et correctes, ne représentent que 13% de la population mondiale. 4,3 milliards de personnes vivent dans des autocraties et 1,2 milliard de personnes vivent dans des pays où la monnaie a une inflation à 2, voire 3 chiffres. Pour eux, Bitcoin est une lueur d'espoir. Dorénavant, toute personne ayant accès à Internet peut rejoindre un nouveau système monétaire ouvert et transparent, où les règles sont exactement les mêmes pour tous les participants. Dorénavant, toute personne ayant accès à Internet peut posséder un actif qui n'est pas contrôlé par une poignée d'individus plus ou moins bien intentionnés. C'est ça, la promesse de Bitcoin. Maintenant, pourquoi Bitcoin est unique de ce point de vue parmi toutes les autres crypto-monnaies existantes à ce jour? La réponse, selon moi, est que c'est le protocole le plus décentralisé à notre disposition. Une des plus grandes forces de Bitcoin est que son créateur, le mystérieux Satoshi Nakamoto, a disparu pour laisser les clés de son invention à l'humanité. Dorénavant, pour remettre en cause le protocole, il faut convaincre tous les participants du réseau. Et on en arrive à la fin de cette vidéo, donc voilà, la prochaine fois que quelqu'un vous dit que vos bitcoins n'ont aucune valeur, dites-lui que ce n'est pas parce que Bitcoin n'a pas de valeur à ses yeux que Bitcoin n'a pas de valeur du tout. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici, on vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés.